L'antichambre de l'hôtel de Ferrières brillait d'une lumière trop douce pour la vérité. Les bougies du lustre mal allumé projetaient des ombres longues sur les boiseries. Et l'on entendait, de l'autre côté de la double porte, le murmure du bal, qui continuait sans les 7 personnes retirées là. Bérengère de la Vaudière poussa la porte à 22h30, seule, sa robe gris mauve froissée d'un voyage de 2 jours, et traversa les 7 mètres de parquet cirés sans regarder personne. Elle n'avait pas prévu de croiser Hubert Amédée de Sancerre-Bruyères, debout à la cheminée. Béca, canne d'ébène dans la main gauche, verre dans la droite, tempe grise que personne ne lui connaissait en 1817. Elle n'avait pas prévu non plus ce qui suivit. Il la vit traverser la pièce, et à 3 pas, à voix portée, il dit « Tu étais belle avant ». Sa main à elle se referma sur rien. Les 7 personnes présentes se figèrent comme si le mot avait gelé l'air entre les murs. Un verre fut posé trop vite sur une console de marbre, le son résonna, et personne ne bougea. Bérengère s'arrêta. Elle vit la canne. Il n'en avait pas à 32 ans. Elle vit qu'il avait bu pour oser. Elle ne haussa pas la voix, ne rougit pas, ne chercha pas la porte du regard. Elle dit, distinctement, les yeux sur lui. « Et toi, tu étais bon. Nous avons tous les deux changé. » Puis elle salua l'assemblée d'un mouvement de tête, traversa vers le salon de musique, s'assit sur le premier siège qu'elle trouva, et attendit que sa main droite cesse de trembler. Elle ne retourna pas dans le bal ce soir-là, mais elle ne partit pas non plus. Il faut remonter 8 ans pour comprendre ce que cette phrase coûtait. Au printemps 1817, chez la princesse de Polignac, Bérengère de la Vaudière avait 19 ans et la réputation d'une jeune femme dont la beauté tenait lieu de recommandation dans tous les salons du faubourg. Sa mère lui avait dit à 16 ans « Ta beauté est un capital ». Elle l'avait cru. Ce soir-là, dans le salon bleu de la princesse, quelqu'un avait mentionné que le duc de Sancerre-Bruyères faisait des aquarelles. Bérengère avait demandé à les voir, non par politesse, mais parce que la peinture l'intéressait vraiment et que la politesse ne lui avait jamais suffi comme raison de parler. Hubert Amédée de Sancerre-Bruyères, 26 ans, avait souri d'une façon qu'elle ne sut pas interpréter ce soir-là. Ni flattée ni condescendante, simplement attentive. Il avait apporté ses aquarelles le lendemain. Elle en avait critiqué 2 sans ménagement. L'une pour son usage maladroit de la perspective, l'autre pour une couleur qui sonnait faux contre le ciel qu'il avait voulu rendre. Il avait écouté sans l'interrompre. Puis, il avait dit « Vous avez raison pour les 2 ». C'était la première fois en sa vie qu'un homme lui répondait à elle plutôt qu'à sa beauté. Quelques mois plus tard, à un dîner chez le comte de Brissac, Bérengère avait cassé un verre. Un éclat s'était planté dans son pouce droit. Sa mère parlait à l'autre bout de la table et n'avait rien vu. Sancerre, assis à sa gauche, avait pris sa main sans demander, sans un mot, sans un regard autour de lui pour vérifier si on observait. Et avait retiré l'éclat avec la pointe d'un couteau à fruits, puis pressé son mouchoir sur la goutte de sang qui perlait. 10 secondes. Il lui avait rendu sa main, gardé le mouchoir taché. Elle ne le lui avait pas réclamé. Ce n'était pas le geste qui l'avait touché. C'était l'absence de question. Il n'avait pas demandé la permission parce qu'il n'avait pas eu besoin de la demander. Elle avait compris à cet instant précis qu'il l'aimait. Et la compréhension était arrivée sans fracas. Comme quelque chose qu'on reconnaît plutôt qu'on apprend. Mais tout cela appartenait à 1817. En 1825, Bérengère de la Vaudière était veuve depuis 1 an du baron Oscar de Bézignan. Mort d'une fièvre de poitrine après 18 mois d'un mariage correct et sans chaleur. Elle gérait seule le domaine de la Vaudière, en Bourgogne,
les dettes de son père mort en 1821, les créanciers qui venaient 2 fois l'an, les comptes qu'elle tenait à la bougie, faute de chauffer correctement la maison en hiver. Personne à Paris ne savait qu'en 1823, elle avait porté un enfant qui n'avait pas vécu. Personne ne savait parce qu'elle n'avait pas voulu qu'on sache, et parce que la province a la décence de garder les douleurs des gens qui ne demandent pas de sympathie. Elle était revenue à Paris parce que sa cousine Sidonie de Ferrières l'avait suppliée par 3 lettres successives. Elle avait prévu de rester 2 jours. Dans le salon de musique de l'hôtel de Ferrières, assise sur un siège de soie de ivoire, Bérengère attendit que le tremblement de sa main s'apaise. Il s'apaisa en 3 minutes. Elle resta assise encore 1 heure, entendit le bal se terminer de l'autre côté des portes, et ne bougea pas avant que les voitures aient commencé à partir. Le lendemain matin, Sidonie de Ferrières fit monter du café dans le petit salon jaune. Pas du chocolat. Le chocolat, on le sert aux affligés. Et Sidonie avait assez de tact pour ne pas décider à l'avance dans quelle catégorie se trouvait sa cousine. « Tu as gagné hier soir », dit-elle en posant la tasse devant Bérengère. « J'ai survécu à une phrase », répondit Bérengère. Elle prit le café, le but chaud, sans sucre. Sidonie s'assit en face d'elle. Elle avait 52 ans, les cheveux blancs depuis 10 ans, et l'habitude des silences qui précèdent les choses importantes. Elle dit « Il faut que je te dise quelque chose. J'aurais dû te le dire il y a 8 ans. Je ne savais pas si tu reviendrais. » Bérengère posa sa tasse. Elle dit simplement « Dis ». Sidonie raconta. En septembre 1818, 3 semaines après la rupture publique, la phrase que Sancerre avait dite devant 12 personnes chez la comtesse de Trémont. La phrase qui avait mis fin à ce qui n'avait jamais été officiellement annoncé, mais que tout le faubourg tenait pour établi. Sancerre était venu la voir. Il était arrivé à 8 heures du matin, ce qui était une heure impossible pour une visite. Et elle l'avait reçu parce que son visage à travers la vitre de la voiture lui avait fait peur. « Ah, il m'a expliqué, » dit Sidonie. Sa mère, Ernestine, la douairière, avait menacé de déshériter 3 de ses cousines si son fils épousait une lavaudière ruinée. Pas lui, elle. 3 femmes qui n'avaient rien à voir avec vous deux, qui n'avaient d'autres ressources que l'héritage d'Ernestine. Bérengère ne dit rien. Elle regardait ses mains sur la table. Il a pensé, continua Sidonie, qu'une grande blessure faite une seule fois valait mieux que 5 petites blessures réparties sur 5 familles. Il m'a dit qu'il avait choisi de te blesser publiquement, pour que tu n'attendes pas, pour que tu ne crois pas qu'il reviendrait, pour que la rupture soit nette. Il croyait que c'était plus propre. Et toi, dit Bérengère, tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que ce n'était pas à lui de décider ce qui était propre pour toi. Bérengère hocha la tête. Une seconde passa, puis elle demanda. C'est tout? Sidonie hésita. Ce fut la seule hésitation de toute la conversation. Et Bérengère la nota. Sa voix se fit plus mesurée. Non. Avant de partir, il m'a dit une chose. Il ne l'a jamais écrite, jamais envoyée. Il me l'a dit à moi, debout dans ce salon, en mettant ses gants. Il a dit « Cote 0 ». Le silence dura plus longtemps cette fois. Bérengère ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs et fixes sur un point entre la fenêtre et la table. Puis, elle demanda qu'on lui serve un 2e café. La servante apporta la cafetière. Bérengère attendit qu'elle soit sortie. « Je le verrai, » dit-elle. « Pas ici, dans un lieu public. » Sidonie acquiesça. « Je lui ferai dire. Tu lui diras aussi que j'accepte de rester jusqu'à dimanche. » Sidonie la regarda. « Tu tiendras jusqu'à dimanche ?» Bérengère reprit sa tasse.
J'ai tenu 8 ans dans une maison sans chauffage avec des créanciers 2 fois l'an. Je peux tenir 5 jours à Paris. Dans l'après-midi du 2e jour, un billet arriva à l'hôtel de Ferrières, adressé à Bérengère de la main de Sancerre. Elle le fit remettre à Sidonie sans l'ouvrir. Pas de réponse. Le 3e matin, une rose blanche fut déposée à la porte, une seule, sans carte. La servante de Bérengère la retourna intacte au domestique de Sancerre, sans mot joint. Ce même matin du 3e jour, dans la bibliothèque de l'hôtel de Ferrières, où Bérengère s'était retirée pour lire. Elle resta longtemps sans tourner les pages. Elle pensait à une autre bibliothèque, celle de l'hôtel de Sancerre. En hiver 1817, la 2e ou 3e fois qu'il s'était retrouvé seul. Il lui avait montré ses aquarelles. Elle en avait critiqué 2 avec la même précision directe qui semblait à la fois l'exaspérer et le ravir. Puis, il avait pris sa main droite, l'avait retournée paume vers le haut et avait déposé dedans une petite aquarelle pliée en 4. Il n'avait pas refermé ses doigts à lui sur sa main. Il avait reculé d'un pas et dit « Vous déciderez si elle mérite vos murs ou votre feu. » Elle n'avait pas ouvert ce pli pendant 6 ans. Elle l'avait gardé dans un livre sans le regarder. Parce que quelque chose dans la façon dont il l'avait remis, sans attendre de réponse, sans demander ce qu'elle en ferait, lui avait dit que ce n'était pas encore le moment. Elle l'avait ouvert en 1823, après l'enfant mort-né, dans la maison froide de Lavaudière, seule à 3 heures du matin. C'était un portrait d'elle fait de mémoire, son visage à 19 ans, tracé 3 heures après leur premier entretien chez la princesse de Polignac. Elle l'avait replié, elle l'avait gardé. Sidonie entra dans la bibliothèque à 10h30. « Il sera au jardin Feydeau à 11h, dit-elle. Si tu veux y aller. » Bérengère posa le livre. Elle se leva sans hésiter. « J'y vais. » Le jardin Feydeau était presque désert à cette heure. Quelques nourrices avec des enfants, un vieillard sur un banc près de la fontaine. Sancerre attendait à l'entrée, canne à la main, chapeau bas. Ils trouvèrent un banc à l'écart, sous un érable dont les premières feuilles de printemps étaient encore petites et translucides dans la lumière. Ils s'assirent avec 2 pieds d'espace entre eux. Sancerre commença à parler. « Ce que j'ai dit avant-hier soir. » Bérengère leva la main. Un geste court, précis, qui signifiait « Non, pas ça. » Il se tut, puis il changea de direction, changea de « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-il. Depuis 1818, via Maître Flauville, un notaire rue des Fossés Saint-Germain, je verse trimestriellement des pensions aux 3 cousines qu'Ernestine menaçait. Chacune, depuis 8 ans. Bérengère ne le regarda pas. Elle regardait l'érable. « Je pensais, » continua Sancerre, « que si j'assumais le coût financier du choix que j'avais fait, si les femmes qui auraient été lésées ne l'étaient pas, alors j'avais au moins réparé cette partie-là. » Le gravier crissa sous le pied d'un enfant qui courait au loin. Quand Bérengère parla, ce fut lentement, avec des pauses entre les phrases, comme si elle pesait chaque mot avant de le poser. « Hubert, tu crois avoir racheté quelque chose avec ces pensions. Tu n'as rien racheté. Tu t'es acheté du sommeil. » Il ne répondit pas. « J'ai attendu 8 ans sans savoir, » dit-elle. Sans une ligne, sans une explication. Tu aurais pu m'écrire en 1819. Une seule ligne, pas une déclaration, juste la vérité. Tu ne l'as pas fait. Sa voix était posée. Non. Tu ne l'as pas fait parce qu'une ligne m'aurait coûté moins qu'à toi. Payer Maître Flauville tous les trimestres, ça te coûtait de l'argent, pas de la honte. Une lettre t'aurait coûté de la honte. 40 secondes passèrent. Bérengère les compta sans le vouloir, parce qu'elle avait appris en 8 ans
à mesurer les silences des gens qui cherchent à ne pas admettre ce qu'ils savent. Il baissa les yeux sur le pommeau de sa canne. « Tu as raison. » Il releva la tête. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Rien, » dit Bérengère. « Il n'y a rien à faire pour moi. Mais tu peux arrêter de croire que tu es encore celui de 1817. Cet homme-là n'existe plus. Tu l'as défait toi-même. » Elle se leva. Sancerre se leva aussi, par réflexe ou par politesse. Et ils se retrouvèrent à 2 pas l'un de l'autre sur le gravier. Il commença à tendre la main, paume ouverte, comme en 1817 dans la bibliothèque, comme si le geste pouvait rouvrir quelque chose. Il vit qu'elle le regardait faire. Son bras s'arrêta à mi-chemin. Il le laissa retomber. Bérengère hocha la tête, très légèrement, une demi-seconde. Et il y avait dans ce mouvement quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Il avait compris à temps, pour une fois. Elle se retourna et traversa le jardin vers la sortie. Ce soir-là, Sancerre ne dîna pas. Il écrivit à sa mère Ernestine qu'il ne viendrait pas au Berry ce mois-ci sans donner d'explication. Le 4e matin, une lettre arriva à l'hôtel de Ferrières. Cachait aux armes d'Ernestine de Sancerre-Bruyères, duchesse douairière. Bérengère l'ouvrit, la lut, la posa sur la table du petit salon jaune. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda Sidonie. « Elle me convoque ce soir rue de Varennes, » dit Bérengère. « Et elle me demande de quitter Paris. » Sidonie prit la lettre, la parcourut, la reposa. « Tu iras ?» Bérengère répondit sans détour. « Oui. Il vaut mieux que ce soit dit en face. » Dans l'après-midi de ce même jour, Mortefontaine, ami de 20 ans d'Ernestine, homme de 60 ans dont la principale occupation était la circulation des informations dans les salons du faubourg, reçut 14 personnes à déjeuner et servit avec le dessert sa version des retrouvailles du bal de Ferrières. Bérengère de Lavaudière, revenue à Paris, pour reconquérir le duc de Sancerre. Une scène dans l'antichambre, des mots échangés, une situation embarrassante pour la duchesse Rosalie. Aucun de ces détails n'était exact. Tous étaient suffisamment proches de quelque chose de vrai pour circuler. En fin d'après-midi, Bérengère montait l'escalier de l'hôtel de Ferrières pour rendre visite à Sidonie, quand elle croisa sur le palier du premier une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qu'elle reconnut immédiatement. Rosalie de Sancerre-Bruyères avait 27 ans. Des yeux clairs, une robe de voyage, et l'expression de quelqu'un qui arrive plus tôt que prévu parce qu'on lui a dit quelque chose qui ne pouvait pas attendre. Elles s'arrêtèrent hors de toutes les deux sur le palier. 2 secondes, peut-être 3. Elles se saluèrent, un mouvement de tête de chaque côté, correct et sans chaleur, et se croisèrent sans un mot de plus. À 7 heures du soir, le fiacre de Bérengère s'arrêta rue de Varennes devant l'hôtel de la Douairière. Ernestine de Sancerre-Bruyères avait 72 ans et ne se levait plus de son fauteuil depuis 1823. Les jambes, disait-on. Mais tout le monde savait que c'était la volonté de ne plus se lever qui avait précédé l'incapacité physique. Elle était immobile dans un fauteuil de velours sombre, dos à la fenêtre, et elle regardait Bérengère entrer dans le salon avec l'attention particulière qu'on réserve aux personnes qu'on a décidé de ne pas sous-estimer. « Madame de Bézignan, » dit Ernestine, « asseyez-vous. » Bérengère s'assit. « Je serai directe, » dit Ernestine. « Je suis trop vieille pour les détours. 20 000 francs. Vous partez demain pour Dijon. Vous ne revenez pas à Paris avant 2 ans. Et cette semaine n'a pas eu lieu. » Bérengère la regarda. Sa voix ne vacilla pas. « Non. » Ernestine attendit, comme si elle pensait que le mot était incomplet. « Je pars après-demain matin, » dit Bérengère, « pour signer un bail rue du Cherche-Midi. Je m'installe à Paris la semaine prochaine. Votre fils sera mon voisin de faubourg. »
Gardez vos 20 000 francs, madame. J'en ai besoin, mais pas à ce prix. Ernestine ne bougea pas. 10 secondes passèrent. Je ne vous aurais pas cru si obstiné, dit-elle. Vous ne m'aviez pas rencontré, dit Bérengère. Elle se leva, salua et sortit. Dans le fiacre du retour, les mains croisées sur ses genoux, elle attendit que les pavés de la rue de Varennes cèdent la place aux pavés plus réguliers du quai. Puis, elle ouvrit sa malle de voyage, chercha tout en bas sous le linge plié et trouva le mouchoir brodé aux initiales jumelles. Sa mère l'avait gardé dans un coffret depuis 1817. Elle l'avait trouvé il y a un mois, en faisant l'inventaire après la mort de sa mère. Plié dans du papier de soie, comme si c'était quelque chose qui avait de la valeur. Elle l'avait emporté à Paris, sans savoir pourquoi. Elle le tint dans sa main pendant tout le trajet du retour, sans le regarder, les yeux sur la vitre et les lumières de la rue. Le 5e jour, à 18h, Bérengère écrivit à Sancerre. 3 lignes, encre noire, écriture sans ornement. Je dîne ce soir chez Sidonie. Rosalie sera là. Je m'installe à Paris la semaine prochaine. Si tu viens, tu viendras pour dire à voix haute, devant la salle, une chose vraie. Si tu ne viens pas, nous ne nous croiserons plus. J'y veillerai moi-même. B. Rue de Grenelle. Sancerre lut le billet dans son cabinet. Il resta debout à la fenêtre un long moment, assez longtemps pour voir la lumière changer sur les toits en face, pour entendre son valet frapper à la porte et lui demander s'il souhaitait qu'on prépare le souper. Il dit « Mon manteau ». Il vint. À 21h30, le grand salon de l'hôtel de Ferrières réunissait 25 couverts, sous les lustres allumés cette fois correctement. La cire fraîche, le vin de Chypre servi avec le dessert. Rosalie de Sancerre-Bruyères était assise à la droite de Sidonie de Ferrières. Sancerre était à 3 chaises, à gauche de sa femme. Mortefontaine était présent, à l'autre bout de la table. L'évêque de Senlis était présent. 2 femmes assises côte à côte près de la fenêtre. Les cousines Adélaïde et Constance, que personne n'avait reliées à Maître Flauville ni aux pensions trimestrielles, étaient présentes. Le dessert avait été servi. Les conversations allèrent leur train. Bérengère était assise à mi-table, entre un conseiller au Parlement et la femme d'un général. Elle se leva. Ce n'était pas prévu. Sidonie le vit et ne dit rien. Elle avait appris à ne pas interrompre Bérengère quand Bérengère avait décidé quelque chose. Le mouvement de Bérengère fit descendre le silence sur la table par vagues, depuis ceux qui étaient le plus près d'elle jusqu'aux extrémités. « Madame de Ferrières, » dit Bérengère, « pardonnez-moi cette interruption. J'ai une chose à dire, et je préfère la dire devant vous tous ce soir, plutôt que de la laisser courir en rumeur demain matin. » Le silence était complet. Il y a 8 ans, Monsieur le duc de Sancerre m'a quitté en public, par une phrase courte et dure, chez la comtesse de Trémont. Personne dans cette salle ne l'a oublié. J'ai cru pendant 8 ans qu'il ne m'avait pas assez aimé pour rester. J'ai appris il y a 3 jours qu'il m'avait aimé et qu'il avait choisi de me blesser publiquement parce qu'il pensait qu'une grande blessure faite une fois est plus propre que 5 petites blessures réparties sur 5 familles. Cette explication m'a été donnée en privé. Je la rends publique ce soir parce que la rupture fut publique. Et il me semble injuste que la vérité, elle, reste enfermée dans un salon. Elle regarda Sancerre pour la première fois depuis le début. Il ne baissa pas les yeux. Ça pas les... Hubert. Avant-hier soir, tu m'as dit que j'étais belle avant. C'est vrai. En 1823, j'ai perdu un enfant mort-né. En 1824, j'ai perdu mon mari.
Depuis 6 ans, je vis seul dans une maison que je ne chauffe plus correctement parce que le bois coûte ce qu'il coûte et que les dettes de mon père ne se sont pas payées seules. Ma beauté n'a pas tenu. Elle n'avait pas été faite pour ce que j'ai traversé. Et ce n'est pas une plainte. C'est un constat. Rosalie avait posé sa fourchette. Elle ne regardait ni Bérengère, ni son mari. Elle regardait la nappe devant elle, les mains immobiles de chaque côté de son assiette. « Mais voici pourquoi je parle ce soir », continua Bérengère. « Je ne suis pas venu à Paris cette semaine pour reprendre quelque chose. Je suis venu pour voir si je tiendrai debout. Je tiens. Je m'installe rue du Cherche-Midi la semaine prochaine. Je ne viendrai pas dans vos salons et vous ne viendrez pas dans le mien. Mais je ne pars pas. Je refuse de partir. Madame la douairière m'a proposé 20 000 francs hier soir pour que je quitte Paris demain. J'ai refusé. Ce n'est pas de la bravoure. C'est simplement que je ne me suis pas reconstruite en 8 ans pour finir par m'en aller, parce qu'une vieille dame dans un fauteuil trouve ma présence incommode. Mortefontaine, à l'autre bout de la table, avait cessé de respirer de façon audible. Bérengère se tourna vers Rosalie. Directement, sans transition, sans préparation. Madame la Duchesse, je vous présente mes respects. Nous n'aurons probablement pas l'occasion de nous connaître, et c'est bien ainsi. Votre époux a été bon autrefois. Plusieurs personnes dans cette salle s'en souviennent mieux que moi, peut-être. Il a fait en 1818 un choix qu'il croyait noble. Puis, il a passé 8 ans à se convaincre que la dureté était une forme de rigueur. Et la rigueur est devenue sa manière d'être dans le monde. Vous l'avez épousé pendant ces 8 ans. Vous avez vécu avec ce qu'il était devenu. Ce n'est pas moi qu'il faut racheter. Je ne suis pas là. Je suis à la Vaudière. Je gère mes propres affaires. C'est la femme qu'il a en face de lui depuis 6 ans qui mérite qu'il redevienne quelqu'un. Une larme tomba sur la nappe de Rosalie. Une seule, sans qu'elle ait bougé, sans qu'elle ait scié. Elle ne l'essuya pas. Elle ne bougea pas du tout. Bérengère revint à Sancerre. Sa voix descendit d'un registre. Pas plus douce, mais plus basse. Et la salle portait le son avec une précision cruelle. Je t'ai aimé. Il y a 8 ans. J'avais 19 ans. Et je croyais que ma valeur dépendait de ce que les hommes pensaient de mon visage. Ce que j'aime maintenant, c'est cette fille-là. Celle qui t'a aimé la première. Qui a critiqué tes aquarelles, parce qu'elle méritait d'être critiquée, qui n'a pas réclamé le mouchoir. Elle est morte en 1823, avec l'enfant que j'ai perdu. Et je ne le dis pas pour te faire mal. Je le dis parce que c'est la vérité, et que tu m'as dit avant-hier que tu aimais la vérité même quand elle coûte. Tu m'as dit que j'étais belle avant. Oui. Et toi, tu étais bon. La différence entre nous deux, c'est que moi, je ne peux pas redevenir cette femme-là. Et toi, tu peux redevenir bon. Pour Rosalie. Pour tes fils. Pas pour moi. Pour moi, c'est trop tard. Et ce n'est pas une accusation, c'est simplement ce qui est. Elle prit sa serviette, la replia soigneusement, la posa à plat sur la table, s'assit, très droite, les mains à plat sur ses genoux sous la nappe. Le silence dura 20 secondes. 20 secondes où personne ne bougea, où personne ne toucha son verre, où l'évêque de Senlis contemplait ses mains comme si elles lui appartenaient à quelqu'un d'autre. Sancerre se leva. Il parla 3 fois plus lentement que d'habitude. Chaque mot séparé du suivant par une fraction de seconde, comme s'il choisissait chacun d'eux parmi plusieurs possibilités et rejetait les autres. Madame de Bézignan, je vous remercie. Il se rassit. Il prit sa fourchette. Il finit son dessert. Sidonie de Ferrières attendit 5 secondes, puis dit, de sa voix la plus ordinaire, « Le vin de Chypre se refroidit. » Et les conversations reprirent, brisées, maladroites, comme des personnes qui remarchent après une chute.
mais elles reprirent. 1 minute plus tard, Rosalie de Sancerre-Bruyères se leva. Elle s'excusa auprès de Sidonie d'une voix posée, prit son châle sur le dossier de sa chaise et sortit en marchant, pas en fuyant, en marchant, avec la démarche d'une femme qui sait où elle va, même si elle ne le sait pas encore vraiment. Sancerre ne la suivit pas. Il resta à sa place, les yeux sur son verre de chypre, et ne bougea pas. Ce fut probablement le geste le plus difficile de sa vie. Rester assis, laisser sa femme sortir seule, ne pas courir après elle pour qu'elle lui pardonne avant d'avoir réfléchi. Mais il resta. Les deux cousines Adélaïde et Constance échangèrent un regard bref de l'autre côté de la table. Elle savait maintenant. Elle saurait toujours. L'aube du 6e jour arriva grise et froide sur Paris, avec cette lumière particulière, au matin d'avril, qui n'a pas encore décidé si elle sera belle ou triste. Bérengère ne monta pas dans un fiacre pour Dijon. Elle sortit de l'hôtel de Ferrières à 6h30, mal dans le coffre, et demanda au cocher de la conduire rue du Cherche-Midi. Le bail était signé. Elle l'avait fait porter la veille par un clerc de notaire. Il restait à voir l'appartement une première fois à la lumière du matin, à compter les fenêtres, à décider quel meuble de la Vaudière pourrait faire le voyage. Dans la malle, tout en bas sous le linge, le mouchoir brodé aux initiales jumelles. Elle l'avait mis là ce matin avant de descendre, sans cérémonie, comme on emporte ce qui appartient à sa propre histoire. Elle n'avait pas besoin de le regarder pour savoir qu'il était là. Il lui suffisait de savoir qu'elle l'emportait à Paris, pas à Dijon, pas dans un coffret au fond d'une armoire de province. À Paris, dans sa nouvelle ville, dans sa nouvelle vie. Elle avait le droit de conserver l'homme qu'il avait été autrefois sans se trahir elle-même. Ces deux choses n'étaient pas contradictoires. Elle avait mis 8 ans à le comprendre. Le fiacre remonta vers la rive gauche. Bérengère regardait les rues défiler par la vitre. Les marchandes des 4 saisons qui installaient leurs étals, un chien qui traversait en courant la Seine aperçue 1 seconde entre 2 quais. Paris à l'aube avait une façon d'être vide et plein en même temps, qui lui avait manqué sans qu'elle s'en rende compte. À la même heure, rue de Grenelle. Sancerre était debout depuis 5 heures. Il avait passé la nuit à écrire et à défaire ce qu'il avait écrit. La lettre finale à Ernestine tenait en 7 lignes. Il ne quitterait pas Paris sous la menace, ni maintenant ni plus tard. Il gérerait ses propres affaires comme il l'entendait. Il lui souhaitait bonne santé. Le nom de Bérengère n'y figurait pas. Ce n'était pas une lettre sur elle, c'était une lettre sur lui. Il descendit lui-même à 7 heures, manteau et canne, et marcha jusqu'à la boîte aux lettres la plus proche. La lumière grise du matin tombait sur les pavés humides. Il s'arrêta devant la boîte, lettre dans la main droite, canne dans la main gauche, et resta immobile 1 demi-minute. Pas parce qu'il hésitait, mais parce qu'il voulait sentir le poids de ce qu'il faisait, avant de le faire. Puis, il posta la lettre. Il ne se revirent pas, dans le fiacre qui remontait vers la rive gauche. Bérengère de la Vaudière regardait Paris s'éveiller. Dans la rue de Grenelle, Hubert Amédée de Sancerre-Bruyères retraversait le faubourg à pied dans la lumière, qui commençait à changer de couleur. 2 personnes dans la même ville, à la même heure, sans témoin. Chacune en train de faire le premier geste d'une vie qui n'avait plus besoin de l'autre pour exister, mais qui portait l'autre en elle, comme on porte ce qui a coûté quelque chose et qu'on a fini par mériter de garder. La canne d'ébène frappait les pavés à intervalles réguliers dans la rue vide. Le mouchoir brodé reposait dans une malle sur le chemin de la rive gauche. Et Paris continuait, indifférent et magnifique, comme il continue toujours.